Donc après avoir suivi la montée de l'arabisation dans la documentation écrite et l'avoir située historiquement dans le cadre de la politique menée par le nouveau régime, il nous faut maintenant examiner de plus près les interférences qui se sont produites entre les diverses langues en contact, à savoir d'un côté le grec et le copte et de l'autre l'arabe. Alors, je garderai pour plus tard, au moment où nous examinerons les rapports entre l'arabe et le copte, le problème des interférences entre ces deux langues, me contentant de clore cette année avec l'examen des interférences entre grec et arabe. Alors, n'ayant pas les compétences en philologie arabe permettant d'examiner de première main l'impact du grec sur l'arabe, je me contenterai ici de scruter le phénomène dans l'autre sens, à savoir les traces de la cohabitation entre grec et arabe dans la documentation de langue grecque. Alors, la cohabitation entre grec et arabe n'a pas duré assez longtemps pour que le premier ait été marqué par le second, d'autant que les arabo-musulmans n'ont pas, dans un premier temps, eu une politique très contraignante en matière linguistique. C'est précisément quand l'arabe commence à s'imposer dans le paysage linguistique de l'Égypte que le grec disparaît. L'influence de l'arabe sur le grec est donc très limitée, contrairement à celle qu'a subi le copte, avec lequel il a cohabité beaucoup plus longtemps. Alors cet impact de l'arabe sur le grec se manifeste à plusieurs niveaux. Le premier, le plus visible, évidemment, celui du lexique. L'impact d'une langue sur le lexique d'une autre est un phénomène qui peut prendre, vous le savez, plusieurs formes. La première forme sont les emprunts. Emprunts qui peuvent être à leur tour divisés entre A, emprunts non assimilés, c'est-à-dire gardant plus ou moins la forme qu'ils ont dans la langue de départ, et B, emprunts assimilés, c'est-à-dire subissant une adaptation qui les intègre dans la langue d'arrivée, notamment grâce à la jonction d'un suffixe propre à la langue d'arrivée. La deuxième forme, ce sont les calques, qui consistent à rendre le mot étranger par un équivalent dans la langue d'arrivée. Alors, il peut s'agir de calques structurels qui imitent par leur composition ou leur dérivation un mot étranger, un exemple gratte-ciel en français, ou bien il peut s'agir de calques sémantiques dans lesquels le mot de la langue d'arrivée est investi d'un sens nouveau qu'il n'avait pas jusqu'ici. Pour prendre des mots assez récents dans le vocabulaire français, vous avez le mobile, qui calque mobile phone de l'anglais, ou bien, pour rester dans le domaine de l'informatique ou de la communication, la souris, qui calque mouse. Bon. Alors, commençons par le premier type les emprunts non hellénisés. Les emprunts non hellénisés, c'est-à-dire purement et simplement translittérés. Alors, je les ai classés par ordre alphabétique. On commence par Abdallah, qui vient de Abdallah, serviteur d'Allah, qui, en dehors du nom bien connu, se rencontre aussi comme une épithète du calife dans les protocoles. Vous l'avez à plusieurs reprises, notamment dans des protocoles du calife Al-Walid. Autre mot, Al-Médina, qui pourrait venir du mot arabe Al-Médina, qui veut dire la capitale. Alors ce mot est douteux, il ne se trouve qu'une seule fois, abrégé, dans une note marginale d'un papyrus que vous avez à l'écran, sous la forme Alm, avec un petit delta en hauteur, où le mot est écrit à côté d'un autre qui a été rajouté aussi dans la marge, Al-Irak. Alors beaucoup plus fréquent, néanmoins, vous avez le mot Amir al-Moumnin, qui vient de l'arabe Amir al-Mouminin, commandeur des croyants, qui est le titre du calife que l'on rencontre beaucoup plus rarement traduit en grec sous une forme arabo-grecque Amiras ton piston. J'aurai l'occasion d'y revenir. Alors, on retrouve cette translittération dans les sources littéraires byzantines, mais sous des formes un peu différentes. Je vous les ai mises à l'écran. On trouve Amer Moumnes, Amera Moumnes, Ameroumnes, Amourmes ou bien Amirmanes. On notera que la forme de nos papyrus égyptiens, qui est absente des textes littéraires, décalque beaucoup plus fidèlement l'expression arabe. Et il est enfin intéressant de remarquer que cette expression
qui présente le calife comme le chef d'une communauté politico-religieuse autonome, apparaît préférentiellement dans les textes grecs sous sa forme d'origine, Amira Mounin, plutôt que dans la traduction Amira Stone Piston, qui est beaucoup plus rare, comme si les arabo-musulmans avaient voulu ainsi revendiquer plus fortement encore cette originalité politico-religieuse. Alors, le simple Amir, qu'on a dans Amira Mounin, se retrouve aussi dans les papyrus. C'est un titre qui a fait aussi l'objet d'une hellénisation sous la forme Amira, sur laquelle je reviendrai. Cette forme grécisée n'existe que dans les papyrus et elle y est assez rare, donc je passe. On rencontre aussi dans les papyrus le mot arabe ben, qui correspond donc à l'arabe ben ou ibn, fils d'eux, qui introduit le nasab, c'est-à-dire le patronyme, et qui alterne régulièrement avec le mot grec huios, fils, parfois dans le même papyrus. Ainsi, dans la lettre que Koura ben Sharik envoie au pagarque Basileios, dont vous avez un extrait à l'écran, eh bien Koura ben Sharik est désigné dans le prescrit sous la forme Kora ben Zerik, à la ligne 2, et dans l'endossement, sur le verso, sous la forme Kora Huios Zerik. Donc vous voyez que Ben ou Huios alternent quelquefois dans le même papyrus. Et sur les 20 occurrences conservées du nasab de ce gouverneur, eh bien 10 ont Ben, alors que 10 ont Huios, sans qu'on arrive à comprendre ce qui motive cette alternance. Alors, autre mot, Tebed ou Thebed, liste, ce mot pourrait venir de l'arabe thabat. Le mot n'apparaît qu'une seule fois dans un contexte difficile. Il s'agit d'un papyrus de Londres, très abrégé, que Becker propose d'interpréter comme séquence que Becker propose d'interpréter comme personne sur le registre des quartiers des Almarawat, c'est-à-dire des rouges de Fustat. Bon, comme vous le voyez, les mots sont tous très abrégés, donc il est difficile de confirmer cette hypothèse de Becker. Cette interprétation me paraît sujette à caution. On trouve aussi dans les papyrus le mot masret ou massert, qui signifie cordage de bateau. Alors, le mot a d'abord été considéré comme obscur par l'éditeur des papyrus de Londres, Harold Bell. On y a vu un type de peau de cuir jusqu'à ce qu'en 1959, Jernstedt lui donne son vrai sens de cordage de bateau, d'après un texte hagiographique dans lequel tel saint est attaché avec un machret, dit le texte copte, un machret de bateau. Mais l'étymologie de ce mot est encore obscure. Le recours à la séquence sigma zeta, sur laquelle je reviendrai, qui correspond au copte che, ne laisse pas de doute sur le fait que le mot a été introduit par les Arabes, qu'il soit ou non d'origine arabe. Alors, on pourrait penser par exemple au verbe sharith, qui veut dire être gros, être épais, et qui pourrait convenir à des cordages épais, mais en général, le tha arabe est rendu plutôt par un theta que par un tau. Ce mot désigne en tout cas un type bien particulier de cordage, puisqu'on le retrouve dans les registres comptables, à côté d'autres mots grecs relevant du même champ sémantique que je vous ai mis ici, ankurias, koinia, sagmata, etc. Alors, autre mot, masr, qui veut dire Égypte, qui se rencontre non dans les papyrus, mais uniquement sur un type monétaire, une imitation de dodécanoumion, où il désigne soit l'Égypte en général, Masr, en arabe classique Misr, soit, moins probablement, la capitale de celle-ci, Fustat, connue dans les sources plus tardives sous le nom de Misr, et où fut transféré l'atelier monétaire qui jadis était à Alexandrie. Le mot suivant, Messakin, qui pourrait vouloir dire arpentage et venir de l'arabe misaha, correspondant au grec géométria, arpentage. On a uniquement 2 occurrences papyrologiques de ce mot, et le mot est chaque fois abrégé, donc il n'est pas certain
qu'on ait un mot se terminant par alpha. On pourrait très bien avoir un mot avec une autre désinence que nous ne connaissons pas du fait de l'abréviation. Et je passe très rapidement sur un mot, là encore abrégé, non identifié, que l'on retrouve dans les papyrus et dont l'origine arabe est incertaine. Alors passons vite maintenant aux emprunts hellénisés. Alors le premier, qui revient plusieurs fois dans les papyrus, est Amalites, qu'on trouve toujours sous la forme plurielle Amalitai. Alors ce mot donc, est un pluriel collectif qui se rencontre dans divers registres. Alors, quoique son origine soit discutée, il est vraisemblable qu'il vienne de l'arabe Amil, dont le sens dans les papyrus n'est pas clair, qui dérive en tout cas d'une racine au sens vague, un amila qui veut dire être actif, faire, travailler, et donc le mot amil pourrait signifier soit ouvrier, soit plutôt agent administratif de divers rangs. On a d'ailleurs un papyrus de Londres qui donne l'équivalence, bilingue, qui donne l'équivalence de Omal, pluriel, avec, à la ligne 1, avec le mot grec upurgoi, qui veut dire justement agent administratif, à la ligne 6. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé de émir, amir. Le mot se retrouve avec une désinence grecque, beaucoup plus souvent dans les papyrus. C'est le mot arabe qui apparaît le plus souvent dans les papyrus, ainsi que dans les sources littéraires, où il peut être orthographié aussi avec un état, améras. Alors, rarement non décliné, on l'a vu, ce mot provient du mot arabe amir, qui, sauf dans l'expression amiras ton piston, employée pour le calife, et dans la formule de serment dont je vais vous reparler tout à l'heure, désigne divers commandants ou divers administrateurs opérant localement, du niveau de l'éparchie à celui de la pagarchie, en passant par des commandants militaires contrôlant les activités des ducs et pagarques chrétiens. On trouve le génitif pluriel amiraton dans une série de déclarations d'impôts, des catagraphae, d'Hermopolis, qui sont non datées, mais d'après l'écriture, elles sont plutôt du 7e siècle que du 8e siècle. Et donc on trouve ce mot à l'intérieur d'une formule de serment que vous avez à l'écran, par Dieu Tout-Puissant et par le salut de nos maîtres les émirs. On notera que cet emprunt prend une certaine autonomie puisqu'il peut désigner dans les textes grecs des fonctions qui sont exprimées par des mots autres que amir en arabe, tandis que le mot amir dans un texte arabe est souvent rendu autrement que par amiras en grec. Donc il y a une certaine indépendance dans l'emploi de ces deux mots qui pourtant sont la même racine. Alors un mot assez intéressant, kalaphates, kalfa. Le mot grec, malgré sa forme grecque, est un emprunt en fait à l'arabe kalafat ou jalafat, emprunt qui apparaît pour la première fois dans les papyrus postérieurs à la conquête arabe. Les premiers emplois à peu près datés proviennent des archives de Papas, autrement dit autour des années 670. Alors ce mot désigne des ouvriers qu'on appelle en français des kalfas, qui rendent étanches au moyen d'étoupes goudronnées les points et les interstices des bordages du pont d'un navire. Bref, ils réalisent ce qu'on appelle le kalfatage. Alors ce mot a une histoire assez complexe. Il pourrait s'agir à l'origine d'un mot latin dérivant donc du bas latin calefare ou calefectare, qui veut dire chauffer, du fait qu'on chauffe le goudron pour calfater un bateau. Et le mot latin aurait été ensuite emprunté par les Arabes. On a vu, vous vous souvenez, que nombreux sont les emprunts latins faits à l'époque arabo-musulmane, donc empruntés par les Arabes sous la forme kalafat, puis introduits en grec à l'époque de nos papyrus, sous la forme kalaphates, avant de se répandre dans le grec byzantin. Le mot est même devenu un surnom de divers dignitaires, et en particulier de l'empereur Michel V, qui était appelé le kalaphates, le kalfa, Michel V, qui a régné de 1041 à 1042. Alors, dans un univers jusqu'ici exclusivement chrétien, il fallait pouvoir aussi exprimer des réalités islamiques inconnues du grec,
Eh bien, c'est le cas de Masgidas. Masgidas, qui vient de masjid, la mosquée. Alors, ce mot apparaît dans les papyrus où il désigne la grande mosquée de Damas. Je ne résiste pas au plaisir de vous montrer une photo et une autre de l'intérieur, avec ces décors de mosaïque absolument fabuleux. Donc, mosquée construite sous Walid Ier, 705-715. Et il désigne aussi, dans les papyrus, une autre mosquée, qui est la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem, et qui se trouve nommée dans les papyrus Masgida Hierosolumon, la mosquée de Jérusalem. Mosquée qui, commençait sous le calife Abd-el-Malik, se trouve, comme vous le voyez, avec le dôme du rocher sur l'esplanade des mosquées, et qui est le troisième lieu saint de l'islam. Alors, pour la construction de ces deux mosquées, les arabo-musulmans ont réquisitionné de la main-d'œuvre, réquisitions qui sont précisément enregistrées dans nos papyrus. Alors, la forme de l'emprunt grec n'est pas claire. Quand le mot n'est pas abrégé après le D, le delta, il est écrit Masgida, toujours au génitif. Donc on pourrait en tirer un nominatif Masgida, c'est pour ça que je l'ai classé dans les emprunts hellénisés. Donc avec un suffixe en as. Le mot n'apparaît pas dans les sources littéraires avant le IXe siècle, chez Phocius, et il a la forme Masgidion, donc avec un suffixe de diminutif. Autre mot, Maulos, qui vient de Maula, qui désigne l'affranchi, le client d'un patron appartenant à la société islamique. Alors, le mot n'apparaît pas dans les sources littéraires. Il est presque toujours abrégé, du coup il est difficile de reconstituer la forme grecque que ce mot a eue dans les papyrus. La plus grande fréquence d'occurrence de ce terme est dans les comptabilités des papyrus de Londres, où à l'exception de deux occurrences où on a la forme pleine maolon avec un oméga, eh bien, la finale est abrégée, comme vous le voyez, tantôt avec lambda au-dessus, epsilon ou un oméga. Donc le premier éditeur s'est demandé quel était le nominatif de ce mot. Était ce mot maolos ou bien maolos, peut-être les deux à la fois, s'est-il demandé, puis finalement il conclut que le nominatif maolos est plus vraisemblable et que les formes maolon seraient des pluriels analogiques que l'on rencontre quelquefois dans le grec tardif pour cette déclinaison. On peut s'étonner malgré tout que le mot arabe ait été intégré dans une déclinaison grecque, la déclinaison en eus, qui était à cette époque une des moins productives. Et du coup, on pourrait peut-être envisager l'hypothèse qu'il y ait eu deux formes concurrentes, soit maolos, donc une forme hellénisée avec un suffixe de la deuxième déclinaison, soit la forme indéclinable maolé, qui justement est attestée dans les papyrus de Nessana et qui est confirmée aussi par des textes coptes. Alors, outre les papyrus, ce mot apparaît dans une inscription sur laquelle j'aimerais attirer votre attention car elle a fait l'objet d'un contresens que j'ai été amené à corriger dans un volume de mélange en souvenir de Sarah Clarkson. Il s'agit d'un graffito trouvé sur une paroi du monastère de Bawit. Bawit, vous vous souvenez, j'ai eu l'occasion de vous parler d'une inscription de Bawit et vous montrer quelques images de ce site. Je vous montre où c'est sur la carte. Si vous allez au Louvre, vous avez une très belle reconstitution d'une des églises de Bawit. Alors, voici le texte tel qu'il a été édité, accompagné d'une reproduction tirée de l'édition, du volume d'origine. Alors, d'après Jean Maspero, je cite, « Ce graffito est l'œuvre d'un certain Georges, qui croyait écrire en grec, et qui décline son identité ainsi. Georges, fils de Serge, autrefois Malek Abdallah, fils d'Amr. » Maspero rajoute, « Cette conversion d'un arabe au christianisme est assez rare pour valoir d'être signalée. » Alors, rare est effectivement un euphémisme. Cette conversion, dans les conditions historiques et religieuses de l'islam, serait tout à fait extraordinaire et n'est étayée, à ma connaissance, par aucun parallèle contemporain, au point qu'elle suscite le scepticisme. Il faut avouer que l'interprétation de Jean Maspero n'est pas sans difficulté. Que Malek Abdallah se soit converti
au christianisme, ce qui entraîna son changement de nom, est déjà étonnant, mais l'inscription oblige à considérer que son père aussi, Amr, s'est converti puisqu'il serait devenu Serge. Alors cette conversion sur 2 générations serait peu banale. Donc je propose un autre texte et une autre traduction, notamment en lisant à la ligne 6 une forme de Maoula à la place de Malek, et en interprétant le participe génoménou, littéralement ayant été, comme signifiant ayant vécu, c'est-à-dire défunt, et sens qui est bien attesté dans les papyrus. Ce qui donne pour cette inscription la traduction suivante: Seigneur Dieu Jésus-Christ, sois notre secours, Georges, fils du défunt Serge, Maola d'Abdallah, fils d'Amr, et puis vous avez un deuxième nom qui est rajouté, Moaguer, fils du défunt Eglan, originaire de Salène. Ainsi, vous voyez, Georges, fils de Serge, a été Maola, client d'Abdallah, fils d'Amr, dans lequel je suis tenté de reconnaître le fils du conquérant de l'Égypte, Amr ibn al-As, qui a succédé à son père en 664 et serait mort en Égypte entre 682 et 685. Georges a visité le monastère de Bawit en compagnie d'un camarade d'une autre religion, Moaguer, dont il aura tenu à graver le nom en même temps que le sien à la ligne 8, ce qui est assez intéressant sur les relations que les chrétiens et les musulmans pouvaient nouer. Cette inscription n'est pas sans intérêt sur l'institution du Wallah, qui lie le Maola à son patron, qui est aussi appelé Maola supérieur. Cette Wallah est avant tout connue sous 2 formes: le patronat par affranchissement et celui par conversion à l'islam. Or, le Wallah de Georges n'appartient à aucun des deux. La mention de son patronyme ne permet guère d'y voir un affranchi. Son nom et celui de son père, ainsi que le fait qu'il se place sous la protection du Dieu des chrétiens, interdisent d'y voir un converti à l'islam. Ce graffito donc documente un autre type de Wallah, peut attester le lien de clientèle entre un musulman et un chrétien libre. Alors, quoique contesté, son existence est confirmée par au moins un autre cas dont j'ai eu l'occasion de vous parler, qui est celui de Sarjoun, fils de Mansour, le père de Jean Damascène, d'une famille noble de chrétiens arabes, qui a été Maola du calife Mouawiya, donc au 7e siècle. Cette forme de clientélisme peut s'expliquer par l'importance sociale ou les qualifications du Maola en question, et par la politique omeyyade désireuse d'intégrer des conquis appartenant à l'élite et nécessaires au bon fonctionnement de la nouvelle administration civile et militaire. Sur les qualités et le milieu social des Mawalis, je vous renvoie à l'étude de Clément Onimus, les Mawalis en Égypte dans la documentation papyrologique du 1er et 5e siècle de l'Hégire, dans les annales islamologiques de 2005. Donc de devenir Maola était alors avant tout une façon de s'intégrer à une tribu, de s'affilier à une famille, ce qui impliquait de pouvoir bénéficier d'un utile réseau de protection. C'était aussi, pour le patron, une manière de se concilier une clientèle riche ou puissante dont il pouvait tirer des avantages. Alors revenons à nos emprunts. Passons au mot suivant, Moagarites, que l'on trouve orthographié plus rarement sous la forme Magarites, qui apparaît fréquemment dans les papyrus grecs pour désigner les soldats arabes composant les troupes régulières de l'armée. Il n'est pas attesté dans les sources littéraires grecques, mais apparaît en revanche dans les sources syriaques du 7e siècle sous les formes que j'ai mises à l'écran. Donc il dérive avec un suffixe ites de l'arabe muajir, pluriel muajiroun, terme dont l'explication est controversée. Selon l'interprétation la plus répandue que rappelle Youssef Rahib dans un article des Annales islamologiques de 2007, ce terme, qui désignait primitivement les compagnons qui avaient pris la fuite par le désert à Médine ou par la mer en Abyssinie, s'appliqua progressivement aux immigrants que le devoir avait contraint d'abandonner la terre de leurs ancêtres,
sous les premiers Omeyyades pour s'établir en Syrie afin d'assurer la sécurité de l'Empire. Finalement, un glissement de sens l'étendit à l'ensemble des musulmans, même s'ils ne pouvaient plus être qualifiés d'émigrants. Grand nombre d'entre eux n'avaient jamais changé de pays et étant nés sur le sol étranger où leurs ascendants s'étaient fixés. Alors, on notera que, comme pour Amiras, le terme Mouagarites ne correspond pas nécessairement à son étymon arabe dans la version arabe correspondante, où l'on trouve à sa place Juyush, soldat, qui est bien le sens qu'a dans les textes grecs le mot Mouagarites. Ainsi, sur le verso d'une lettre de Koura Ben-Shari qui se trouve ici à Paris, à la Sorbonne, l'objet de la lettre est en arabe sur les rations des soldats, Arzak Juyush, soldat, alors qu'en grec, eh bien, vous avez comme objet sur la fabrication des pains au titre des rations des mots agaritai. Donc vous voyez que Juyush correspond à Mogaritai. Enfin, Rouzikon, qui vient de l'arabe risk et qui désigne les prestations en nature que les Gréco-Égyptiens devaient fournir aux soldats arabo-musulmans. Alors, les plus anciennes attestations remontent au papyrus de Nessana, elles datent de 680-681, et de la jarre de Papas d'Edfou, aux alentours de 670, je vous en ai parlé tout à l'heure. Le mot est absolument inconnu des sources littéraires grecques. On notera le vocalisme de la forme grecque est assez éloigné de son équivalent arabe, au point que Andreas Kaplony, dans un article tout récent sur l'orthographe et la prononciation des mots arabes, des mots et non arabes en grec, article paru en 2015, Andreas Kaplony l'a classé dans les non-standard readings, tout en remarquant que cette forme se rapproche étonnamment du moyen perse ruzig, qui veut dire salaire journalier. Alors, passons maintenant à la deuxième catégorie d'interférences lexicales, les calques sémantiques ou transferts par traduction, ce que les Anglais appellent translation loanwords. Ce sont des mots grecs qui traduisent littéralement l'arabe, quoique dans un sens qu'ils n'ont jamais eu en grec. Alors, je passerai rapidement sur le mot pistos, croyant, qui signifie dans les textes de cette époque musulman, qui traduit moumin dans l'expression déjà vue d'Amiras ton Piston, commandeur des croyants, titre du calife. Je passe rapidement sur ce mot pour en venir à un mot plus intéressant, proto-symbulos, littéralement en grec premier conseiller ou premier du conseil, titre porté dans les papyrus par le calife. Le mot se rencontre une seule fois dans les papyrus. Vous avez la référence à l'écran, texte de Vienne, CPR, et une autre fois, sous une forme non composée, protos symbulos, papyrus de Londres. Mais le mot, s'il est rare dans les papyrus, on le rencontre plus souvent dans les sources littéraires. Voici quelques exemples de textes d'auteurs byzantins qui parlent du proto-symbulos. Alors le mot grec n'apparaît pas avant l'extrême fin du 7e siècle dans les papyrus et le 8e siècle, comme vous le voyez dans les sources littéraires. C'est donc une véritable création grecque, voulue par les Arabes, comme semble le rappeler le texte de Zonaras, qui nous dit « Ainsi appellent-ils, les Arabes, les Agarénoi, ainsi appellent-ils leur chef ». Donc, création grecque, mais le mot a pu ensuite désigner d'autres types de chefs. On trouve par exemple dans des versions beaucoup plus tardives de l'histoire d'Alexandre le mot qui est employé pour désigner Antigone, un des diadoques. Si les Arabes ont choisi de créer ce mot grec pour désigner leur souverain, on est en droit de penser que c'est parce qu'ils véhiculent une conception qu'ils se faisaient du rôle de leur chef. Donc, pour expliquer ce qui a motivé ce choix ou cette création, nous devons nous intéresser à un autre calque beaucoup plus présent dans les papyrus, qui est justement le simple symbulos. Symbulos, littéralement conseiller,
qui est un mot que l'on trouve dans les papyrus comme titre porté par le gouverneur de l'Égypte ou d'autres provinces, et qui est souvent traduit dans des papyrus un peu postérieurs par Amir. En insistant donc, vous voyez, du fait du sens du mot grec, symboulos, sur la notion de conseiller. Alors un passage d'une source littéraire non papyrologique montre là encore que le mot semble être un usage arabe et non une création des Grecs pour les Grecs. Il s'agit d'une anecdote supplémentaire du pré-spirituel de Jean Moskos, édité par Nissen dans la Byzantinische Zeitschrift de 1938. Je dois cette référence à Jean Guescou. Vous voyez que dans le texte, il est question de l'émir, stupéfait par le merveilleux de ce miracle, qui s'en alla en courant en informer celui qui est appelé chez eux, le symboulos. L'emploi de symboulos pour désigner le gouverneur des Arabes a suscité la perplexité des papyrologues, comme Bell, comme Becker ou comme Groman. Comment en est-on arrivé, s'étonne à juste titre Federico Morelli, à choisir le terme symboulos, jusqu'ici jamais utilisé auparavant en grec comme une désignation d'un fonctionnaire, technique d'un fonctionnaire, et en particulier d'un gouverneur de province, ou d'une autre unité territoriale. Le mot pourtant apparaît très tôt. On le trouve déjà appliqué au premier gouverneur, Hamr, qui est désigné comme symboulos dans un papyrus de 643, que vous avez à l'écran. Et vous noterez d'ailleurs que le mot est abrégé dans le papyrus, ce qui suggère que le terme devait paraître clair à tout le monde. Il est par ailleurs utilisé pour les gouverneurs de Palestine dans les papyrus de Nessana, donc ce n'est pas une particularité égyptienne. Alors si le mot est bien implanté dans les documents administratifs du début de la conquête, il semble l'être moins dans les documents privés, comme en témoignent les formules de serment que l'on rencontre dans certains papyrus. Par exemple, le papyrus du Wisconsin, où l'on trouve l'expression « J'ai fait serment par Dieu le Tout-Puissant et par le salut de ceux qui nous commandent », et on n'utilise pas du tout le terme de symboulos, on utilise le mot grec, ton, keleonton emin, ceux qui nous commandent. De même, un papyrus de Vienne, où on trouve un équivalent, ton, kratunton, ephemas, ceux qui nous dirigent. Ces expressions semblent montrer la difficulté des conquis à bien cerner le nouveau pouvoir avec un terme adéquat, d'où l'expression vague, ceux qui nous dirigent, ceux qui nous commandent. Je ne crois pas qu'il faille voir dans ces expressions une tentative de rendre le sens étymologique d'Amir, Amara peut être l'équivalent du grec Kéleo, commandé, comme le pense Federico Morelli. On a ici affaire à des documents non officiels, n'émanant pas du pouvoir, mais des particuliers qui utilisent leurs propres mots. Ces expressions peuvent même trahir une certaine incertitude quant à l'avenir. On ne sait pas combien de temps durera ce pouvoir, autant rester vague. Bon. On trouve en revanche dans des déclarations fiscales d'Hermopolis, dont j'ai parlé tout à l'heure, du 7e siècle, correspondant, elle, à un formulaire établi par l'État, une formule de serment où l'expression vague est remplacée par un mot arabe imposé par le nouveau régime, en l'occurrence Amiras, dont j'ai parlé tout à l'heure, par Dieu le Tout-Puissant et le salut de nos maîtres, les émirs. Pour Federico Morelli, suivant Becker, si on n'a pas donné au gouverneur le titre d'Amiras, mais celui de symboulos, c'est que, 1. Le gouverneur ne s'appelait pas alors émir, ou que ce terme avait un sens générique qui ne le distinguait pas assez des autres émirs que l'on trouve dans les papyrus, et que 2. Symboulos était la traduction d'un terme arabe différent d'Amir. Alors Becker avait déjà en 1906 proposé d'y voir la traduction de sahib, compagnon, qui peut entrer en composition d'un certain nombre de noms de fonctions. J'avais déjà eu l'occasion de vous le dire, sahib el-shorta, sahib el-barid, etc.
Mais pour Morelli, ce mot ne rend pas l'idée de conseiller que véhicule prioritairement le mot grec, symboulos. Et il est utilisé d'ailleurs dans les papyrus pour désigner un autre fonctionnaire qui est le pagarque. Donc, l'équivalence de Becker ne fonctionne pas. Il est préférable de voir dans symboulos la traduction grecque du mot mouchir, conseiller, qui aurait été employé pour les gouverneurs. Ainsi, l'arabisante Nabia Abbot écrit-elle au sujet du gouverneur Koura ben Sharik que Ibn al-Tiktaka décrit les califes pré-abbassides comme consultant les plus sagaces et sages de leurs courtisans et serviteurs, chacun d'eux remplissant en fait les fonctions de wazir, nous dit-elle. Et cet auteur ajoute plus loin que quand les Abbassides arrivèrent au pouvoir, les lois du vizirat furent fixées et que les fonctionnaires en question étaient ce qu'on appelait wazir, ayant été jusque-là désignés comme katib, secrétaire, ou mouchir, conseiller. Fin de citation. Donc les gouverneurs étaient considérés comme des espèces de secrétaires, des katibs ou des conseillers, un mouchir du calife, formant dans des circonstances importantes un conseil de personnes de confiance, qu'on peut appeler en arabe la shura ou le majlis. Et c'est à ce titre que les gouverneurs, que ces personnes remplissaient les fonctions de gouverneurs de province. Je serais tenté de rapprocher un texte de la chronographie de Théophane au sujet d'événements de 666, l'occupation d'une partie du Liban par les Mardaïtes, dans lequel le calife Muawiyya est présenté avec ses symbouloi, alors qu'il est question plus loin des émirs. Ce n'est que plus tard, à partir de la fin du 7e siècle, peut-être à la suite des réformes d'Abd el-Malik, que les gouverneurs prirent officiellement dans les protocoles le titre d'amir, sans que le terme grec de symboulos ne soit changé. Celui-ci avait d'ailleurs l'avantage de différencier le gouverneur de la foule des commandants plus locaux et aux fonctions diverses, appelés aussi amir, amiras en grec. Malgré son imprécision et l'évolution de l'usage arabe, la terminologie usitée en grec permettait de distinguer quelque peu donc, les niveaux hiérarchiques. Il est aussi probable que le titre de proto-symboulos, pour désigner le calife, procède secondairement de la création de symboulos, le calife étant vu comme une espèce de commandant supra-régional, le chef de ce conseil des symbouloi. Alors, vous voyez, le cas de symboulos, mouchir, est intéressant à double titre. Il montre tout d'abord que les Arabes du début de la conquête n'ont pas développé un vocabulaire technique correspondant à l'administration qu'ils étaient en train de mettre en place dans les régions qu'ils venaient de conquérir. Ils ont eu recours à des termes vagues ou polyvalents comme katib, mouchir, amir, qui ne prenaient un sens précis que d'après le contexte. On a l'impression que, non préparés aux résultats de la conquête, ils ne disposaient pas d'un arsenal lexical correspondant aux nouvelles réalités politico-administratives qu'ils expérimentaient et n'ont pas cherché tout de suite à fourbir cet arsenal. Ce n'est qu'au bout de quelques décennies, avec l'expérience du pouvoir, qu'ils ont développé une terminologie plus stable et plus précise. Le second enseignement est que ces calques lexicaux sont bien le fait des arabo-musulmans et non des Grecs, qui auraient tenté de rendre dans leur langue plus ou moins droitement des réalités qui n'auraient pas été familières. L'arrière-plan conceptuel de symboulos était en effet totalement étranger à des Grecs qui auraient voulu désigner le nouveau pouvoir provincial. Ce sont donc des arabo-musulmans hellénisés qui ont mis en place ce vocabulaire, même si quelquefois il est un peu hésitant, dans la langue grecque des provinces conquises. L'influence des arabo-musulmans sur le lexique prend parfois aussi des détours inattendus. Ainsi avec le cas de gonakion, qui apparaît dans les papyrus de l'après-conquête pour désigner un type de manteau, de couverture, burda,
en arabe qui faisaient partie des articles que les arabo-musulmans réquisitionnaient fréquemment. Eh bien, Federico Morelli a montré que ce mot avait été probablement emprunté par les Arabes aux Grecs de Syrie et de Palestine et imposé en Égypte dans la langue administrative à la place du mot konakès, plus ancien et de même origine, qui était le seul qui était connu des papyrus avant la conquête. Donc vous voyez, cet exemple montre quelquefois les détours inattendus que peuvent suivre des mots. Donc ça veut dire que ce mot en fait est entré une première fois dans le grec sous la forme konakès et une deuxième fois par le biais des Arabes sous la forme gonakion. Cet exemple permet aussi d'insister sur les innovations d'origine proche-orientale que les arabo-musulmans ont introduites en passant des provinces de Syrie et de Palestine à celles d'Égypte et dont j'ai eu l'occasion de vous parler à plusieurs reprises il y a quelques semaines, en particulier au sujet de l'emploi de certains latinismes ou même de l'habitude de sceller la partie inférieure de certains documents. Alors, quelles conclusions tirer sur ces emprunts et ces calques ? On remarquera tout d'abord que les emprunts non hellénisés se limitent à des mots rares, qui ne sont attestés que dans des comptabilités. Cela correspond bien au génie de la langue grecque qui admet difficilement des éléments exogènes non adaptés à son système flexionel. En revanche, les mots les plus souvent employés sont tous pourvus d'une désinence grecque. Alors, on a tantôt recours à la désinence en as, amiras, masgidas, qui est très active dans l'onomastique d'Égypte et à laquelle on a souvent recours pour adapter des mots étrangers. Nous l'avions vu au sujet de ces mots perses qui étaient rentrés en grec, vous vous souvenez d'Herbas ou Marsbanas. On peut avoir aussi recours à la désinence en ites, amalites, moagarites, qui est employée pour désigner des collectifs, le groupe des soldats ou les agents, le groupe des agents administratifs, en vertu d'une des connotations de ce suffixe utilisé depuis longtemps en grec dans le langage technique de l'armée et de l'organisation politique et institutionnelle. Je vous renvoie à la formation des noms grecs de Chantraine. Quant à Calaphates, on a profité du T radical pour donner à ce nom une allure de nom d'agent en ajoutant une désinence en S. Alors, seuls deux mots fréquemment employés n'ont pas fait l'objet d'une intégration morphologique, c'est Amir al-Mu'min, commandeur des croyants, et Ben, fils d'eux. Et encore, le second est-il assez souvent concurrencé par la traduction grecque Huios. Alors, si on a renoncé à traduire Ben ou à le doter d'une désinence grecque, dans la plupart des cas, c'est que le mot devait être ressenti comme faisant partie de la séquence onomastique et donc entrer dans la catégorie des noms propres que l'on pouvait dispenser d'une terminaison grecque. Quant à Amir al-Mu'min, il a dû être aussi ressenti comme un nom propre par les gréco-égyptiens, en même temps que les arabo-musulmans y voyaient une espèce d'expression étendard qui résumait l'unité politico-religieuse du califat, dont l'originalité et la supériorité valaient bien qu'on la conservât telle qu'elle dans les langues des pays conquis. Alors qu'ils soient pourvus ou non d'une désinence, autrement dit intégrés morphologiquement, tous ces mots ont fait l'objet d'une intégration phonétique. Le système phonologique de l'arabe n'est pas le même que celui du grec et donc il a fallu procéder à des équivalences pour certains phonèmes étrangers au grec. Alors pour ces équivalences, je vous renvoie à l'article d'Andreas Caploni que vous avez à l'écran qui a été publié il y a quelques mois et qui fait le tour justement de ces correspondances phonétiques entre le grec et l'arabe à partir d'un certain nombre de dossiers papyrologiques. Ainsi, le grec n'a pas le système des lettres emphatiques que connaît l'arabe, avec par exemple le sad qui s'oppose au sin ou le ta qui s'oppose au ta. Bon. Il ne fait pas la différence entre emphatique et non emphatique et rend les deux par la même lettre. On le voit par exemple avec le cas de Masque ou de Messaka. L'emphatique et la non emphatique sont toutes les deux rendues par le sigma en grec. Mais que faire quand on doit transcrire des phonèmes qui sont complètement différents ou qui sont même absents en grec? Alors dans certains cas, on les omet. C'est le cas de l'aïn, par exemple dans
Abdallah, l'aïn n'est pas rendu, mais dans d'autres, on ne peut faire cette omission sous peine de rendre le mot méconnaissable. Il faut donc avoir recours à d'autres expédients. On cherche le phonème le plus approchant. Ainsi, le ha, par exemple, qui est rendu par le ki, ou le jim, qui est rendu par le gamma, suivant d'ailleurs une évolution fricative du gamma à l'intérieur du grec. Vous avez le tha, qui est rendu par le θ. Alors, le cas le plus intéressant est celui du shin, phonème qui n'existe pas en grec. Vous n'avez pas le son che en grec. Bon. Mais par contre, il existe en copte. C'est la lettre shai. Il se trouve que le shai copte est rendu en grec par un sigma, tout simplement. On aurait pu procéder de même pour rendre le shin arabe. C'est ce que l'on a fait, par exemple, à Nessana, comme le montre, par exemple, la forme Rasset qui correspond à l'arabe Rachid. Donc vous voyez, le che est rendu par un sigma. Mais ce n'est pas ainsi que le phonème a été traité en Égypte, à quelques exceptions près. Alors, pour reprendre l'exemple de Rachid, ce nom, dans les papyrus égyptiens, est rendu par Ras Zid, c'est-à-dire sigma zeta, ou bien Ras Zid. De même que Sharik est rendu systématiquement par Zerik, sigma zeta. On a donc eu recours à la séquence sigma zeta pour translittérer le son che, qui est techniquement une fricative post-alvéolaire ou chuintante non voisée, et c'est justement le cas vous retrouvez cela dans le mot que nous avons vu tout à l'heure de masret, mashret. Alors cette séquence zeta, sigma zeta est inconnue du grec, et donc elle est purement conventionnelle. Et le fait qu'elle se différencie de l'autre convention à laquelle les gréco-égyptiens ont eu recours pour rendre le même son du copte en grec, le shai copte, rendu par un sigma, cela montre quel est le fait des arabo-musulmans qui ont essayé de mettre en place un système de transcription phonétique officiel, apparemment différent de celui qui était utilisé en Palestine, pour rendre les noms arabes en grec dans les documents administratifs. Alors, si l'on quitte le domaine de la morphologie et de la phonétique pour celui de la sémantique, on constate que ces nouveautés lexicales, aussi bien les emprunts clécales que rendent, comme on s'y attend et comme on l'avait déjà remarqué avec les emprunts grecs au moyen perse, des réalités nouvelles de nature religieuse, Amiramounine, Masgidas, de nature institutionnelle, Amiras, Amalites, Maolos ou Maolé, Mogarites, Symbulos, Proto-Symbulos, etc. Et plus particulièrement de nature fiscale, évidemment, avec un certain nombre de mots que vous avez à l'écran. Donc, réalité qui n'existait pas en grec et qu'ont introduite les nouveaux conquérants. Alors, on notera que deux termes sortent a priori quelque peu de ces cadres, c'est Calaphates, Kalfa et Machert, câble de bateau, qui montrent l'importance de la flotte pour les arabo-musulmans, mais parce qu'ils se rattachent en fait au monde de la marine militaire, ils participent aussi des empreintes de nature institutionnelle, c'est-à-dire plus largement le monde de l'armée, comme Mogarites. On aura noté que ces nouveautés lexicales sont peu nombreuses. Les arabo-musulmans n'ont pas essayé d'introduire trop de mots étrangers dans le lexique grec, se limitant au cas indispensable. Ces nouveautés se limitent à des documents officiels, on n'en trouve pas dans les documents privés. Elles sont donc imposées par le nouveau pouvoir et reflètent les nouveautés administratives qu'il a mises en place. Par ailleurs, elles ne sont pas totalement propres aux Grecs d'Égypte, puisqu'on les rencontre aussi en Palestine et un peu plus tard dans les sources byzantines. Et en cela, le grec des papyrus est un témoin ancien de la pénétration de ces nouveaux termes dans le grec de l'Empire en général. Je voudrais finir ce panorama des nouveautés lexicales en présentant un contre-exemple à ce que je viens de dire sur l'exclusivité du contexte administratif. Il s'agit d'un document grec inédit, tout à fait exceptionnel, que j'ai eu l'occasion d'étudier lors des dernières séances de mon séminaire. C'est un papyrus du 8e siècle qui n'est probablement pas d'ambiance administrative et qui offre un témoignage unique des interférences linguistiques à l'époque arabe.
Alors, c'est un conte d'articles probablement textiles. Je vous montre le texte grec et la traduction. Alors, je ne vais pas vous lire cette traduction, ce serait un peu rébarbatif. Ce que je voudrais attirer votre attention sur le fait que ce texte contient 3 mots qui ne sont pas grecs et qui ont de fortes chances d'être, sinon d'origine arabe, au moins d'avoir été importés par les Arabes. Alors, vous avez le mot lif qui est abrégé, qui pourrait être lifa ou lifone, qui vient probablement de l'arabe lifa, qui désigne un vêtement de dessus, un manteau, notamment un manteau de femme. Vous avez juste avant le mot nisifion, pluriel nisifien, qui pourrait, selon une suggestion de Naïm Ventigame, être un nom de produit textile dérivant de la ville de Nizib. Les textiles de tradition sassanide étaient, vous vous souvenez, réputés en Égypte depuis longtemps et constituent d'ailleurs une bonne partie des emprunts du grec au moyen perse, et donc ce ne serait pas étonnant qu'on retrouve des noms de lieux attachés à des productions textiles. Enfin, vous avez la forme barnamine qui est à la fin, qui a suscité l'interrogation pendant ce séminaire. On vient de m'écrire ce matin qu'il pourrait y avoir un rapprochement avec l'hébreu bar Neman ou bar Némine, qui pourrait ici avoir le sens de avec exactitude et qui se trouve justement introduire la liste des prix de ces articles. Alors justement, en plus de ces nouveautés lexicales, les premières, dans un texte non administratif, on relèvera la présence de signes étranges que j'ai encadrés ici, à la fin du texte, je vous les montre sur le papyrus, qui ne sont pas du tout connus des autres textes grecs. Et pour cause. Eh bien, il s'agit d'un système d'abréviation comptable qui était jusqu'ici attesté uniquement dans quelques papyrus arabes du IXe siècle en relation avec le commerce des textiles. Vous en avez un exemple ici avec un papyrus tiré des papyrus marchands publiés par Youssef al-Arib. Ce système, qui présente quelques menus différences par rapport à celui qu'on en connaît dans les textes arabes du IXe siècle et qui est adapté au système monétaire byzantin où le dinar équivaut au solidus et le dirham au kération, au kara, eh bien, ce système consiste à représenter les diverses fractions du solidus, du nomisma, du sou d'or, par des symboles. Donc, vous voyez un demi-cercle pour le demi-solidus, c'est-à-dire 12 carats, une barre oblique pour 8 carats et des points pour 1 carat. Ainsi, le prix de chacun des 34 nisifia et du lif ou lifa sont décomptés un à un grâce au signe de ce papyrus. Alors, le recours aux lettres grecques à valeur numérale aurait très bien fait l'affaire. Si le rédacteur de ce document a préféré ce système comptable, c'est qu'il lui était plus familier. Nous sommes donc en présence d'un arabo-musulman qui maîtrise le grec, mais qui ne peut s'empêcher d'utiliser un système non grec dont sa profession, marchand de textile, l'a rendu coutumier. On notera enfin que si l'écriture grecque est parfaitement maîtrisée, il y a quelques erreurs de langue qui confirment que l'on n'a pas affaire à une personne dont le grec était l'idiome naturel. On a quelques phonétismes véniels, mais en particulier, vous remarquerez l'utilisation de éan plus l'aoriste. Donc ce papyrus nous montre que les innovations résultant d'interférences linguistiques durant la période arabe n'ont pas été que lexicales. Justement, je voudrais passer à une autre partie consacrée à l'impact de l'arabe sur l'expression écrite. En même temps que les nouveaux mots pénètrent les documents grecs, on observe aussi des innovations dans le formulaire de certains documents qui témoignent aussi de la participation active du nouveau régime à l'élaboration d'une nouvelle diplomatique documentaire. Alors, partons d'un exemple que j'avais eu déjà l'occasion de vous montrer, un sauf-conduit du duc Atiyah ibn Juwayd. Donc, le premier élément qui est à remarquer, le protocole gréco-arabe dont j'ai déjà parlé, qui est désormais composé de 3 strates, la strate grecque stylisée à outrance, illisible, la strate grecque lisible,
et la strate arabe. Bon, je n'y reviens pas. Le second élément est à remarquer l'innovation qui introduit l'invocation qui introduit le document proprement dit. On voit apparaître avant le prescrit la formule Sunteo, avec Dieu. Dans d'autres documents, on a En onomati Tuteu, au nom de Dieu, c'est-à-dire la basmala arabe abrégée. Alors, en voici un autre exemple dans un papyrus des archives de Papas dont j'ai parlé tout à l'heure, du dernier tiers du 7e siècle, qui nous permettra d'examiner la diplomatique particulière des lettres grecques écrites par des fonctionnaires arabes, qui constitue une des plus importantes innovations formulaires que l'épistolographie grecque ait subie durant son histoire dans l'Égypte de langue grecque. Donc, il s'agit d'un papyrus Apollonos Anno 7 auquel un nouveau fragment a été raccordé. Donc, c'est un texte nouveau qui vous est présenté. Au nom de Dieu, de l'émir Zubeyd, à Papas, pagarque d'Apollonos, c'est-à-dire Edfou. Que la paix soit avec vous. Et après cela, dès que votre magnificence aura reçu la présente lettre, qu'elle regarde ce qui concerne l'adversaire de celui qui apporte la présente lettre et qu'elle s'efforce de le faire partir en rendant un jugement. Après, il y a une lacune, et la lettre se termine par « Ne le laissez pas revenir vers moi au sujet de cette affaire, et que la paix vous vienne de Dieu », et ensuite vous avez une date. Donc vous voyez qu'après la basmala, qui est ici précédée d'une croix, mais autre innovation, très souvent dans les papyrus écrits par des fonctionnaires arabes, la croix est remplacée par deux traits, comme vous avez ici, ou bien quelquefois par une espèce de croissant barré. Par exemple, aucune des lettres de Koura Ben Sharik n'utilise la croix en début, au début de la première ligne. Donc après la basmala, précédée d'une croix ou de deux traits, eh bien, le prescrit a deux formes. L'une peut prendre deux formes. L'une est celle des anciens prescrits grecs, c'est-à-dire un tel à un tel, un nominatif plus datif. C'est celui qu'on a dans les lettres de Koura Ben Sharik. Et l'autre, eh bien, c'est celle que nous avons ici, c'est-à-dire une forme tout à fait nouvelle qui est adoptée dans cette lettre, para plus génitif, pros plus accusatif, de la part d'un tel à un tel, qui correspond à l'arabe min, de la part d'eux, illa ou li à un tel, qui est l'ordre qui est suivi dans les lettres émanant de l'administration. On voit ensuite apparaître des éléments qui étaient tout à fait inconnus des lettres grecques. Par exemple, Eirene soi, que la paix soit avec vous, qui est la formule du salam, salam alaika. Vous pouvez avoir aussi, alors c'est absent, cette formule est absente dans le papyrus, mais vous pouvez avoir aussi l'expression charisto ou charistumen toteo, je remercie ou nous remercions Dieu, qui est la hamdallah, qui correspond à l'arabe je loue Dieu pour toi. Bon. Ensuite, vous avez l'expression Nkai meta tota, qui clôt le prescrit et qui introduit le corps de la lettre. Et après cela, qui est rendu par Youssef Rahib, vous vous souvenez, et maintenant passons aux affaires. Deux points. Donc c'est un élément qui fait transition entre le prescrit et le corps de la lettre et qui correspond à l'arabe Ama Ba'dou quant à ce qui suit. Et enfin, la lettre se termine sur Kai Eirene Umin Apo Tuteu, que la paix vous vienne de Dieu, qui est la variante de la formule du salam. Bon, que la paix soit avec toi ainsi que la miséricorde de Dieu. Donc vous voyez que les Arabes n'ont pas cherché à observer la diplomatique des documents grecs, comme l'avaient fait les Romains 7 siècles avant, mais ont forgé un nouveau cadre très étranger à l'esprit gréco-égyptien qui traduit plus qu'il n'adapte le formulaire arabe. Et ce formulaire, d'ailleurs, est attesté très tôt, dès les années 643, donc il est mis en place dès le début. Peut-être en provenant, peut-être aurait-il été emprunté par les Arabes à la Syrie-Palestine. Outre ces innovations formulaires volontaires, on peut parfois relever des arabismes involontaires qui trahissent l'origine arabe du rédacteur de ces lettres quand elles ne sont pas rédigées par des secrétaires hellénophones. C'est le cas, par exemple, de ce papyrus que vous avez à l'écran,
où l'on trouve une expression assez étrange, sosate tas psykas, hein, sauvez vos vies, car le délai est arrivé. Si vous n'avez pas payé la totalité des impôts, vous n'avez aucune justification ni aucune excuse à me fournir. Par le nom de Dieu, si l'un de vous ne paie pas complètement ce qu'il doit, je fais disparaître ses enfants, sa femme et tous ses biens. Vous voyez, c'est assez expéditif. Bon, mais on trouve cette forme sosate tas psykas, hein, qui veut dire tout simplement, oui, sauvez votre vie, c'est-à-dire faites ce que je vous dis si vous voulez garder votre vie, et qui formule qu'il y a de fortes chances d'être un arabisme et que l'on retrouve dans d'autres lettres que vous avez à l'écran, et qui pourrait, où le mot psyché, l'âme, en grec, pourrait être un calque de l'arabe nafs, qui est une notion délicate et complexe dans la pensée islamique et qui signifie à la fois âme, ego, et aussi soi-même, qui peut être utilisé comme réfléchi. On a aussi à la ligne 10 une expression très étrange qu'on ne trouve pas dans les textes grecs de l'époque, hein, ma ton onoma tuteu, par le nom de Dieu, une sorte de juron, qui pourrait correspondre à l'arabe wallahi, par Dieu, sauf que ce n'est pas exactement la même chose. Et il se trouve que cette expression se retrouve une seule autre fois dans un papyrus grec qui, d'après son écriture, est bien du 7e siècle, c'est-à-dire bien de la conquête arabe. Et il est très possible que le rédacteur soit aussi un arabo-musulman. Alors, l'écriture de cette lettre, où on a sosate tas psykas, etc., l'écriture de cette lettre n'est pas de la plus grande habileté, sans autant être tout à fait maladroite, et pourrait être celle justement d'un arabo-musulman, ce qui vient confirmer ces arabismes dont je viens de vous parler. Mais c'est là un critère à manier avec beaucoup de prudence. Toute écriture malhabile n'est pas nécessairement celle d'un arabo-musulman. Ça peut être aussi l'écriture d'un hellénophone ou d'un coptophone qui ne maîtrise pas encore totalement l'écriture grecque et ses différents styles. Et inversement, une écriture aisée peut cacher la main d'un arabo-musulman, comme c'est le cas de la proto-minuscule de la comptabilité que je vous ai montré, hein, avec ces articles de textile. Bon. En effet, la maîtrise d'une écriture pouvait s'acquérir plus vite que celle de la langue elle-même, d'autant que la pédagogie des anciens avait tendance à insister fortement sur la pratique de l'écriture. Et la différence entre le système graphique arabe et le système graphique grec ou copte est si radicale qu'il est difficile de saisir des interférences entre les deux, si ce n'est à la faveur de jugements par trop subjectifs. C'est à peine si j'ose vous avancer peut-être un exemple, celui du protocole gréco-arabe conservé par ce papyrus de Vienne, dont la partie grecque me semble tellement maladroite que j'incline à penser que l'on a affaire à une main arabe. Là, par contre, c'est de l'arabe. Les nombreux exercices d'écriture des bureaux pagarchiques, dont j'ai parlé la semaine dernière, sont aussi là pour témoigner des efforts des arabophones pour apprendre à maîtriser l'écriture grecque dans l'administration. Alors il est temps de conclure. Les conséquences de l'arabisation que j'ai présentées jusqu'ici eurent une portée, vous voyez, assez limitée sur le grec et son expression écrite. Les emprunts sont peu nombreux et se restreignent au texte administratif. Les formulaires arabes ne concernent que les documents émanant de fonctionnaires arabes. Cela signifie-t-il que l'arabisation n'a eu qu'un impact superficiel sur le grec ? Si l'on ne se contente plus d'examiner le problème sous le seul angle de la langue et de son expression écrite, mais plus largement sous celui des conditions d'usage du grec et de sa place dans la société, alors force est de constater que l'arabisation a exercé sur le grec une influence décisive qui a conduit à sa disparition. La conquête arabe a en effet complètement déséquilibré le rapport qui existait jusqu'alors entre les deux principales langues usitées sur le sol d'Égypte, le grec, qui a depuis toujours l'exclusivité du domaine public et juridique, et le copte, qui, depuis son invention, se cantonne au domaine privé. Mais c'est là une autre histoire, celle des rapports entre le grec et l'égyptien, que j'aborderai à partir de l'an prochain, une histoire passionnante où l'on verra la culture égyptienne
après avoir perdu son ancienne écriture et abandonné son ancienne religion, on la verra se réinventer une écriture dans un monde désormais christianisé et grignoter peu à peu les domaines où le grec avait l'exclusivité jusqu'à ce que ce dernier, sous la double pression du copte et de l'arabe, disparaisse définitivement de la terre d'Égypte où il avait fait briller les feux de l'hellénisme pendant plus d'un millénaire. Je vous remercie.